écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver et nous allons évoquer ensemble un destin, une histoire, un parcours personnel. C'est quelque chose parfois qui aide à comprendre la grande histoire, la petite histoire, c'est-à-dire les destins. Voilà. Et on a décidé aujourd'hui d'inviter Si Mstafa Qaderi pour nous parler de quelqu'un qui a commencé par s'appeler Mohamed Ben Abdeljelil. C'est bien ça? Absolument, fils de l'adjoint du pacha de la ville de Fès. Quelle année est né Mohamed Ben Abdeljelil? Moi, je crois au début du siècle, à peu près 1905, entre 1905 et 1910. J'ai pas révisé pour ce podcast, mais c'est pas là l'essentiel. D'accord, l'essentiel c'est que ce jeune Mohamed Ben Abdeljelil accompagne son papa à la Mecque. Oui, de jeune. Et donc il devient Hajj Mohamed Ben Abdeljelil. Voilà, un âge très jeune, à peu près vers 14-16 ans. Il avait 14-16 ans quand il a fait les pèlerinages avec son père. Dans un Maroc colonial, évidemment. Oui, pendant la Première Guerre mondiale, ça n'ouvre pas ce dossier-là parce que c'est un autre sujet immense. Pendant la Première Guerre mondiale, les Ottomans contrôlaient encore le Hijaz. Et pour faire du marketing, notre ami Lyautey avec Paris décide de relancer le pèlerinage soi-disant, ce prétexte pour ne pas couper les musulmans de leurs pratiques dites religieuses. Et on a ouvert la voie du pèlerinage, non pas pour le pèlerinage, mais bien sûr pour appuyer la révolte arabe contre les Ottomans. C'est comme ça qu'on a envoyé des notables du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Ça, c'est de la politique de la Première Guerre mondiale et c'est dans ce contexte que le notable, le père de Ben Abdeljelil, va partir et il amène son fils. Nous sommes en 1916. Voilà, donc Mohamed Ben Abdeljelil, le fils, voilà, qui devient Hajj. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, après, notre ami Lyautey, après la fin de la Première Guerre mondiale, et vu qu'il était très conscient de la notion de protectorat, un État qui se gouverne sous le contrôle de l'autorité française, c'était un peu le principe du protectorat, et c'est ce que Lyautey avait essayé de mettre en place. Un pays qui se gouverne lui-même sous le contrôle des autorités françaises qui font ce qu'on appelle les réformes selon le traité de protectorat. C'est pour ça qu'on a le sultan qui reste toujours, les qaïds, les pachas, les qadis, etc. D'ailleurs, je vous invite petite parenthèse, à lire ce traité de protectorat. Il est disponible sur Internet, il est très court. Et quand on le lit, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à de la coopération. Ça n'a pas l'air d'avoir de gros impacts tel que c'est rédigé. En fait, on est loin de la réalité telle qu'on l'a comprise et qu'on l'a vécue, enfin que l'ont vécu nos grands-parents, quoi. Oui, sauf que les Marocains refusent et c'est la guerre du Maroc. On croyait au début que ça allait passer comme une lettre à la poste et ça a duré jusqu'en 1934 avec beaucoup de dégâts, de guerre. Ça nous a donné Abdelkrim, ça a donné beaucoup de choses. On a parlé de ces histoires. Tu parles aux auditeurs du podcast de Radio Ma'arif. Ils sont calés sur ce sujet. Super. Grâce à toi en particulier. Entre autres, non. Donc avançons. Donc Monsieur Lyautey, Monsieur Lyautey, à partir de 1925, dans cette perspective, a décidé d'envoyer les enfants des notables qui ont réussi les premières études scolaires, qui ont fait ce qu'on appelle l'école franco-arabe et le collège franco-musulman, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le brevet du collège, mais ils n'avaient pas le bac, mais on les envoie en France, une dizaine, paraît-il, une quinzaine, pour parfaire leur formation là-bas, pour revenir occuper des hautes fonctions dans le Marzen chérifien, comme on l'appelait à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, les deux fils du grand vizir al-Mukri. On a Sbehi, de cela, neveu du Pacha. On a Balafrej, parmi les enfants des notables de Rabat. On a Belhaz al-Wazani. Tu parles de Ahmed Balafrej? Ahmed Balafrej, absolument. Il est parti là-bas. C'est la première promotion des Marocains qui vont partir en France par faire leur formation, surtout à l'école des langues orientales, l'INALCO. On appelait ça le Langzo à l'époque, pour apprendre l'interprétariat et la traduction. C'est surtout à ce niveau-là qu'on voulait les former. Donc il y avait une dizaine de boursiers envoyés par Lyautey, à l'époque, aux frais du budget du gouvernement chérifien, comme on disait, pour parfaire leur formation. Et donc, il y a les deux frères Ben Abdeljelil, Omar et Mohamed. Également, Omar va faire des études d'ingénieur agricole, je doute, de technicien agricole à Montpellier. Et Jean-Mohamed Ben Abdeljelil qui était avec Sbehi au Langzo, donc pour apprendre à Paris. Sauf que notre ami Mohamed décide de suivre des études de philo.
Donc déjà, il change d'orientation sur place. Bien sûr, ça ne va pas plaire à l'autorité qu'elle a envoyée, mais en tout cas, ils partent, je crois, en 25-26. Lyautey, entre-temps, est parti. Un autre résident est arrivé et nos jeunes étudiants étaient en France. Vous savez, il y a le musée Albert Londres à Paris, je crois que dans l'ouest parisien, je ne me rappelle plus, la Porte-Maillot, la Chaillot, je ne sais pas quoi. On a les photos de ces jeunes qui ont été photographiés à l'époque. D'accord, les boursiers. Les boursiers, c'est plein de photos en couleur d'ailleurs à l'époque. Petite parenthèse pour dire qu'il y avait quand même des boursiers du temps de Moulay Hassan, je crois qu'il avait envoyé 500 Marocains aussi. Oui, ça c'est... la génération d'avant. Ça reprend un petit peu, mais pas dans le même domaine. Parce que là, on va former des agents intermédiaires qui vont occuper des postes de responsabilité au niveau du Makhzen chérifien, comme on disait, et surtout au niveau du Makhzen central, pour faire cette liaison entre l'autorité indigène de Rabat et l'autorité française de Rabat, c'est-à-dire à un niveau très élevé. Et voilà que notre Mohamed décide en 1928 de se convertir au christianisme. Oui. Un an plus tard, à Noël, exactement 1929, il décide de rentrer dans l'ordre des franciscains. Et il devient, comment on appelle ça, un moine franciscain. En France, bien sûr. En France, bien sûr. Et la réaction de la famille, j'imagine, dure. On peut imaginer aujourd'hui n'importe quel fils-fille de notable marocain d'aujourd'hui, de personnalité, non, quelqu'un de connu surtout, encore un enfant du peuple, il y a des gens qui se convertissent tous les jours, paraît-il, hein. Mais un enfant de notable, il surtout se pavaner sur les plateaux de télé, comme on dit aujourd'hui, se pavaner de revendiquer son acte. Quelle serait, je veux dire, la réaction de son papa, de sa maman, surtout quand il est dans une position, membre du gouvernement, membre du Parlement, ou membre d'un parti conservateur, ou fondamentaliste, etc., et qui décide de changer sa conviction. Comment la rue marocaine aujourd'hui pourrait percevoir un tel acte. Et à l'époque, donc, où il n'y a pas de plateau télé, de parlement, Oui, au début, c'est resté, je veux dire, très restreint, parce qu'on peut imaginer au début, d'ailleurs, quelques documents éparses, y compris les rapports du gouverneur, le contrôleur civil et le chef de la région de Fès à l'époque, qui suivaient ça de très près et qui en rendaient compte à Rabat. Alors au début, la famille demandait aux autorités de Rabat de ramener le fils de France. Et bien sûr, on leur répondait que c'est pas possible, on ne pouvait pas l'arrêter. France, c'est le pays des droits de l'homme, il y a des lois, on les respecte, il n'y a aucune raison qu'on l'arrête. Et bien sûr, dans l'esprit des nôtres, comment cela n'est pas possible d'arrêter quelqu'un sur la demande de sa famille. Pour nous, c'est de l'absurde à l'époque. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et tant qu'ils croyaient que l'autorité coloniale était un peu de connivence avec cette histoire. Voir qu'elle avait poussé à la christianisation d'un musulman. Oui, alors déjà, quand j'ai gratté un petit peu, j'ai trouvé que Mohamed, quand il a fini ses études à Fès, il est venu ici à Rabat, collège Moulay Youssef. Mais il habitait chez les franciscains à Agdel. C'est une bâtisse qui existe encore à côté de lycée Descartes. C'était là qu'elle était logée, chez les franciscains. Donc je crois qu'il y a un petit travail qui avait commencé jusque-là, mais en tout cas etc. Pourtant, je rappelle, dans le traité de protectorat, le respect de la religion musulmane est écrit noir sur blanc, c'est fondamental. Donc la question de propagande religieuse chrétienne ou évangélisation, etc., c'était hors sujet. Oui, l'interdiction du prosélytisme qui a donné des articles dans notre code, comme Zazaz, etc. Qui a été utilisé très différemment en 2003. Et Lyautey s'est appliqué vraiment à ce niveau-là. Vous voulez protéger, enfin l'idée n'était pas, contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, où la colonisation est venue avec l'évangélisation, les missionnaires, etc. L'évangélisation faisait partie du projet colonial à l'époque. L'Église chez nous garde un petit peu cette idée, et ils le font en catimini en quelque sorte, mais en cachette, parce que Lyautey était intraitable, malgré qu'il soit chrétien lui-même, catholique pratiquant. Le traité de protectorat, le respect d'abord de l'islam, ça c'est écrit noir sur blanc. C'est Lyautey en 1917 qui nous a sorti la loi qui est toujours en vigueur, l'interdiction des lieux de culte musulmans non musulmans. C'est écrit maintenant devant toutes les mosquées. Ce n'était pas quelque chose, je veux dire, dans quelques pays musulmans, on peut visiter des mosquées historiques le matin, c'est-à-dire en dehors des heures de prière, avec des couloirs aménagés, pieds nus, pour visiter une mosquée de l'intérieur, c'est-à-dire une mosquée ancienne, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf au Maroc, c'est pas possible. Je crois en Algérie, pareil, c'est genre une réflexe. Mais chez nous, c'est... La mosquée Hassan II est visitable, non? Oui, mais pas le côté salle de prière. D'accord. Pas la salle de prière. Mais les salles de prière ailleurs, je veux dire, c'est visitable le matin, pas de problème. Donc quel rapport entre cette interdiction et Lyautey? C'est Lyautey parce que Lyautey avait peur que les soldats, surtout dans l'ivresse, fassent des bêtises en rentrant dans les mosquées ivres. Et je crois que c'est arrivé, c'est pour ça qu'il a légiféré. D'accord. Donc, est-ce que je crois que c'est une forme de respect vis-à-vis de la culture marocaine? Suite à des incidents. Voilà, où c'était plutôt un maintien de l'ordre. Donc, oui. On est dans le maintien de l'ordre. Des soldats ivres qui rentrent dans les mosquées, je crois que c'est arrivé, c'est pour ça qu'il a légiféré là-dessus. Et c'est devenu écrit noir sur blanc. Et surtout que les gardiens des mosquées doivent faire attention de ne pas du tout laisser les non-musulmans rentrer dans les mosquées. Mais je répète, c'est en 1907. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Ça rentre de ce qu'on appelle la politique musulmane de Lyautey au Maroc.
Maroc. Donc revenons à 1929, Mohamed Ben Abdeljelil devient moine franciscain, il devient Jean Mohamed. Il se fait baptiser Jean Mohamed Ben Abdeljelil. Hajj. Alors, Le Hajj Jean Mohamed Ben Abdeljelil. Moine franciscain. C'était une banque. La famille est notable. Est notable, la famille est... Très riche. Mais oui, mais la famille est surtout effondrée, j'imagine. Je dirais oui, d'après les documents qu'on a sous la main, et surtout je dis, vous imaginez même aujourd'hui, parce que vous savez, nous les Marocains, les Maghrébins en général, jusqu'en Tunisie, peut-être même jusqu'en Libye, qu'un Marocain soit chrétien, on n'accepte toujours pas. On a du mal. On dit Marocain de confession juive, ça passe, normal. Mais Marocain chrétien, ça passe. Parce que le Marocain juif est Marocain qui a toujours été juif, donc on accepte. Un Marocain chrétien, fatalement, a fait un choix de renier sa religion de base, et donc la communauté le prend comme une trahison, une perversion, contrairement à celui qui est né dans la tradition juive, et que donc on accepte comme étant tout à fait. Voilà, membre de notre communauté. Il y a des gènes de l'histoire qui remontent aussi parce que la chrétienté est liée à l'envahisseur étranger depuis la Reconquista. Oui, bien sûr. Les Morisques, les Marranos en Espagne, puis les Portugais et les Espagnols qui ont occupé à plusieurs reprises les côtes en Méditerranée ou dans l'Atlantique. Donc c'est resté cette relation chrétienté-envahisseur, et resté d'ailleurs quand les Français et les Espagnols arrivent. Je veux dire, c'est le même scénario qui se répète dans l'imaginaire des gens. L'envahisseur, c'est le Romi, d'ailleurs Rome. Regardez comment la mémoire linguistique garde des termes qui renvoient à une période très lointaine. Et comment cette reproduction sémantique de cet ennemi qui vient d'ailleurs et qui est en même temps envahisseur et dont l'objectif est de nous convertir de force. Donc il y a une multitude de combinaisons, d'ailleurs avec le temps colonial, Abdelkrim Khattabi par exemple, et d'autres, quand dans la galvanisation des tribus, etc., ils évoquaient beaucoup cette histoire de Reconquista, et ils parlaient de la continuité de la Reconquista et qu'ils allaient non seulement occuper la terre, mais aussi ils vont nous convertir tous de force. Donc cette question de combat pour l'intégrité du pays est un élément fondamental couplé à l'intégrité religieuse. Et donc du coup, je veux dire, la mémoire, elle est là. Donc pour que ce monsieur fasse ce qu'il a fait, pour la petite famille au début, c'est resté restreint, parce que son père fait des pieds et des mains pour le récupérer, sans résultat. Y compris en envoyant notre ami Abdeltif Sbihi, fondateur du Dahir Berber, et le frère de Jean Mohamed, qui s'appelle Omar Ben Abdeljelil, qui est une figure du parti de l'Istiqlal, du nationalisme marocain, et qui est devenu ministre de l'Agriculture après l'indépendance. Ils ont essayé de le convaincre, ils sont allés le voir à Paris, sans résultat, ils reviennent bredouilles, et nous sommes entre 1928 et 1929. Dès que notre ami décide de rentrer dans le monastère, notre ami était irrécupérable. Et c'est là que son père organise les funérailles symboliques pour enterrer son fils. Ah, donc il a organisé des funérailles. Symboliques, ouais. C'est là que l'histoire se révèle le grand jour dans la ville de Fès. Donc tu as évoqué rapidement le Dahir Berber, et peut-être que le destin individuel de cet homme, son choix personnel, va avoir des conséquences politiques. Beaucoup. Surtout que parmi les choses génériques qu'on nous a enseignées, en tout cas, ou bien ce qu'on trouve dans certains écrits quand on dit le dahir de l'évangélisation, vous savez, quand les jeunes hommes de Saleh, Sbehi, ses amis sont allés voir l'imam en lui disant que la France veut évangéliser, ça a fait tilt dans la tête de tout le monde, vu l'histoire de Jean. C'est-à-dire, ça y est, maintenant, de Jean, on va passer à tout le monde, sauf que là, ça devient, les Berbères vont être évangélisés. Donc, la sauce a pris, notre imam a récité la fameuse Latif, une sorte de calamité qui allait s'abattre sur le Maroc, parce que cette histoire d'évangélisation est liée à cela. Mais si on veut reprendre un petit peu le film, il ne faut pas oublier que les notables marocains, l'élite marocaine, qui a conduit le Maroc à sa faillite en 1912, et peut-être même le processus bien avant 1912, a adhéré complètement à l'IOT. Toute l'élite marocaine, les protégés, ceux qui avaient été protégés par les puissances européennes, ceux qui avaient demandé la protection des pays européens avant le protectorat, depuis le temps de Hassan Ier, l'élite marocaine a commencé à demander la protection des pays étrangers pour de multiples raisons. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui mérite réflexion. Mais pourquoi notre élite à l'époque demandait protection aux puissances étrangères comme s'ils ne faisaient pas confiance à notre système de gouvernance qui était un petit peu aléatoire dans son système de fonctionnement et surtout dans le système d'imposition. Être protégé, c'est ne plus être soumis à la loi du Marzen ou à la loi marocaine. Et les puissances étrangères ont ouvert une brèche dans la souveraineté marocaine parce qu'il y avait des Marocains qui habitaient au Maroc. Et dont le sultan ne peut pas du tout ni juger ni leur adresser la parole, y compris quand ils faisaient des crimes. C'est le tribunal du consulat qui les jugeait et bien sûr les consulats leur donnaient beaucoup raison.
Donc, vous voyez, de confession juive ou de confession musulmane. Je veux dire, quand on dit l'élite, c'est les riches qui y habitaient sur la côte ou à l'intérieur, y compris les caïds, les pachas, etc. Chacun cherchait protection. C'est une sorte de double passeport avant l'heure. Double passeport avant l'heure, absolument. Avec le protectorat, toute cette élite, c'est notable. Nous avons des documents, où l'IOT les invitait à l'aider à faire une sorte de propagande, surtout les gens qui avaient visité la France auparavant et à qui il demandait de faire des conférences. Ils appelaient ça le Moussamarat. Nous avons par exemple le cas de Abdullah Al-Fassi, l'oncle de Allal, était l'un des meilleurs supports de l'IOT à Fès. Il y a un livre publié par l'un des petits-fils qui nous parle un petit peu de ce rôle, de ce genre de Moussamarat et des conférences pour parler de la grandeur de la France, pour parler de la bonté de la France, du développement de la France, et donc pour convaincre l'élite, surtout, à adhérer à ce système de protectorat. Poursuivons sur les élites marocaines, donc, qui font la promotion de l'heure civilisatrice de la France. Oui, c'est ce que nous a donné la politique des notables. La politique des fils de notables, la scolarisation des fils de notables par l'IOT, c'est-à-dire ce qu'il appelait la reproduction sociale de l'élite. Les enfants de l'élite doivent rester l'élite et c'est eux qui doivent faire des études pour gouverner le Maroc parce qu'ils considéraient que l'élite qui a toujours gouverné le Maroc. Et donc on faisait cette propagande, on faisait les foires pour ces élites, etc. Sauf que, par exemple, quand on prend les villes de Fès et de Meknès, et je vais en parler plus tard, on sait que l'IOT avait transféré la capitale de la ville de Fès. Mais la résistance de Mohamed Zayani dans le Moyen Atlas, c'était une menace pour les élites de Fès et de Meknès. Donc, 1921, Mohamed meurt en fin mars 1921. C'est au mois de juillet 1921, Mohamed Ben Abdelkrim qui apparaît au nord. Mais jusque-là, ça va. On s'est débarrassé de Moha, les gens étaient contents. Et puis finalement, voilà un qui apparaît, sauf qu'il devient dangereux à partir de 1924. Et quand surtout il avait commencé à menacer Fès, comme on disait, les élites commençaient à sentir un petit peu une sorte de pression et de danger. Parce que je crois, et c'est une hypothèse, parce que j'ai mesuré cela par le nombre d'inscrits dans les écoles. Vous savez, en 1924, 25, 26, le nombre d'inscrits à l'école a fortement chuté au Maroc. Parce que les gens avaient peur de la réussite de Ben Abdelkrim et peut-être avaient peur d'une sorte de revanche de sa part, ce que je ne pensais pas. Mais en tout cas, en constatant les chiffres, la chute des chiffres des enfants inscrits à l'école, je me suis dit que peut-être là est un indice très fort parce que en 1927, la courbe monte d'une manière extraordinaire. Du coup, ça corrobore cela. Alors, notre l'IOT est parti en 1925, la guerre du Rif se termine en 1926, sauf que en 1927, à la fin de 1927, novembre, Moulay Youssef meurt. Son plus jeune fils, Mohamed, devient sultan à la place de ses deux frères aînés. Au fait, on a beaucoup raconté pourquoi, le comment, etc., parce qu'on est le jeune pour le manipuler, etc. Non, c'est absolument pas cela. Les deux aînés étaient malades. Un, épileptique, je crois que c'est Moulay Idriss. Et le second, je ne sais plus quel problème lui avait-on trouvé. De santé. De santé, absolument. Et c'est pour cela qu'on avait pris le plus jeune tout simplement. Parce que Moulay Youssef lui-même, je veux dire, aîné, mûr, quand il a pris le pouvoir en 1912, je veux dire, il signait tout ce qu'il leur demandait, il avait les mains liées, il n'avait pas le choix, parce que la question de la déposition était entre leurs mains, et surtout, il était en position de faiblesse. Le sultan, à l'époque, il avait les mains et les pieds liés, comme on disait, il ne faisait que valider les décisions qu'on lui faisait prendre. Mais en tout cas, il ne prenait pas la décision, il signait. Donc, avec la mort de Moulay Youssef en novembre 1926 et l'arrivée de Mohamed Ben Youssef, il y a quelque chose quand même de très important à signaler dans l'histoire du Maroc, c'est le changement du staff du Makhzen, complet. À commencer par le tonton maternel de Jean-Mohamed Ben Abdelkrim qui s'appelle le Bacha Babou, qui était le chambellan de Moulay Youssef. Vous savez, je trouvais un détail, on l'a enfermé quand on a voulu introniser Mohamed Ben Youssef, il n'était pas d'accord, on l'avait enfermé. Et donc, quand on a intronisé Mohamed Ben Youssef, on l'a éjecté du Makhzen. Ça a impacté beaucoup également les notables et surtout le réseau qui était à l'intérieur du Makhzen et qui a été éjecté et remplacé par un nouveau staff en cette année. Donc, quand tu dis on a éjecté, on a remplacé. C'est le protectorat, c'est les autorités françaises. Je veux dire, on parle des autorités françaises qui avaient la haute main sur l'organisation de tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de détails, mais je signale les plus importants, c'est le tonton maternel de Mohamed Ben Abdelkrim et son réseau qui sont éjectés du Makhzen. Il est de Fès, Bacha Babou. Une année après, notre Mohamed qui devient Jean et qui se convertit, grand malheur dans la famille, deuxième malheur. On essaie de le récupérer, on essaie de faire les pieds et les mains, on lui envoie des délégations, on essaie de convaincre les autorités du protectorat de le récupérer sans succès.
Et quand il décide le 24 décembre 1929 de se convertir non seulement au christianisme, mais de devenir moine chez les franciscains, donc le vœu de chasteté, surtout, je crois que la catastrophe était complète. Nous sommes à une année de 1930. Nous avons ici les notables qui ont fait confiance au protectorat, l'élite marocaine qui a conduit le Maroc à son désastre et qui a fait confiance au protectorat, mais là ils sentent comme une sorte de trahison. Trahison d'abord et menace sur ses intérêts. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle la grande analyse pour comprendre peut-être les suites qu'on va avoir à partir de 1930 et comment ces notables et leurs fils qui ont fait des études, Sbehi, Omar Ben Abdeljelil, Belhassan El-Ouazzani, Ahmed Balafrej, vont émerger à partir de 1930 pour prendre le relais. Une nouvelle génération qui a appris un peu de droit, un peu de langue étrangère, surtout la langue française, se connecter un petit peu aux socialistes français et à la gauche française, va commencer une nouvelle étape dans l'histoire du Maroc. Mais à mon avis, tous ils étaient imprégnés par ces événements qui ont eu lieu, surtout cette histoire d'évangélisation. Curieusement, les mémoires que j'ai lues, personne n'aborde cela. On ne parle pas de Mohamed Ben Abdeljelil. On n'en parle pas du tout. On l'esquive. On essaie de l'oublier. Et c'est très curieux parce que quand même, c'est un événement capital. J'ai trouvé dans un rapport de l'officier Hakem de la ville de Fès en 1929 qu'on commençait à l'époque à constater que les enfants non scolarisés jetaient des pierres aux enfants scolarisés en les accusant de chrétiens. Vous voyez, là, on va avoir une image de l'école qui christianise, qui a structuré la société marocaine pendant tout le protectorat, et combien les autorités de protectorat ont essayé de convaincre par la force les gens d'aller à l'école, et les gens refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école par peur d'évangélisation, de christianisation, parce que je crois que c'est une image qui a été reproduite un peu partout. L'élite qui a eu peut-être des assurances a continué à envoyer ses enfants à l'école, mais pas la masse du peuple, sauf peut-être quelques orphelins, quelques pauvres qui n'avaient pas de protecteur, parce que quand je lis le parcours des uns et des autres qui ont été à l'école, chacun a son petite histoire. Il y avait même des caïds, des pachas qui refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils avaient peur effectivement de l'évangélisation. De l'évangélisation, ou qu'ils deviennent un petit peu trop modernes pour eux. Donc l'histoire de ce Jean-Mohamed Ben Abdeljelil est pas seulement anecdotique, c'est pas seulement un choix personnel et un parcours individuel, c'est aussi quelque chose qui a marqué la société marocaine de l'époque et qui a eu des conséquences politiques. Utilisation du daïl berbère pour soi-disant l'évangélisation. Soi-disant l'évangélisation, des problèmes scolaires, une méfiance des élites qui a l'impression de perdre son identité, se voit menacée dans vraiment ce qu'elle a de plus... Donc il commence à défendre ses intérêts. Voilà, commence à défendre ses intérêts. Mais quelle est la suite de ce parcours de Jean-Mohamed Ben Abdeljelil ? Il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que, ayant étudié à la Qarawiyyin, ayant fait son pèlerinage, il connaissait bien la langue arabe, il connaissait bien les choses religieuses. Et musulman. Le musulman. Connaissant bien l'islam, voilà. Le pauvre, en adhérant à la chrétienté, il se trouve toujours dans la langue arabe et de l'islam parce que tout de suite, il devient enseignant à l'Institut catholique de Paris, à l'Institut catholique de Lyon, qui dépend de l'Église. Et il enseigne l'arabe et l'islam, je veux dire, au staff de l'Église catholique, les gens qui faisaient de la théologie pour devenir des moines, etc. Parce que c'est des instituts de formation, des moines et des gradés. Les moines prennent des cours d'islam. Oui. On essayait de comprendre l'islam, on écrivait beaucoup sur l'islam. Vous savez ce qu'on appelle les orientalistes, les gens qui ont essayé de comprendre cette religion, qui était la religion ennemie à travers l'histoire. Et maintenant, la majorité des populations sont sous domination. Il fallait comprendre ce qu'ils appelaient l'âme musulmane. On a créé même quelque chose... L'âme musulmane. On a créé... C'est assez étonnant, excuse-moi de te couper, quand tu lis la littérature coloniale, les romans qui sont... Il y a beaucoup de romans un peu d'aventure qui sont placés dans le Maroc du début du siècle dernier. Ouais. C'est drôle parce que dès qu'ils comprennent pas quelque chose, c'est l'islam. Absolument. C'est très drôle en fait. On a même inventé la sociologie, une chaire de sociologie musulmane au Collège de France 1911. Oui, c'est extraordinaire parce que peu de choses réunissent les musulmans du monde. Enfin, à part, on peut pas réduire un Indonésien, un Marocain, et un Sénégalais sous le même comportement. En tout cas, c'est difficile. Notre ami sociologue des protectorats, conseiller des affaires indigènes, Robert Montagne, a créé à Paris en 1936 le CHEAM, Centre de hautes études et d'administration musulmane. C'est-à-dire tous les contrôleurs civils et officiers des affaires indigènes qui travaillaient dans les possessions musulmanes, c'est-à-dire qui allaient de la Thaïlande jusqu'en Côte d'Ivoire,
l'Algérie, Maroc, Tunisie, bien sûr, l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique tropicale, le Tchad, le Mali, le Cameroun, etc. Pour monter dans les grades et dans la hiérarchie administrative, ils allaient passer un cursus scolaire d'une année scolaire là-bas à Paris et obtenir un diplôme pour devenir des hauts fonctionnaires de l'administration musulmane, comme ils appelaient cela. C'est-à-dire, ça intriguait énormément, donc il fallait faire beaucoup d'études. Il fallait faire des efforts pour maîtriser. Maîtriser. Et pour l'Église, notre ami Jean a fait un travail colossal, parce que, bien sûr, comme s'il parlait de l'intérieur, il reste dans Bien son sûr, âme, bien si sûr, j'ose bien dire, dans ses tréfonds. Mais je crois que ça ne un peu s'arrête pas musulmans. là. Ça ne s'arrête pas là, puisque, d'après ce que j'ai compris, il aurait influencé l'Église sur sa position par rapport à la décolonisation, c'est ça? Oui, alors avant d'en arriver là, je veux dire rapidement, le dernier évêque ou archevêque, je crois l'archevêque de Rabat, Monseigneur Amédée Lefebvre, il est mort à Rabat en 1967, je crois, était lui aussi franciscain. Parce que, pour rappel, les franciscains, depuis la période de la piraterie, avaient obtenu de l'Église l'exclusivité de s'occuper du Maroc et des affaires religieuses du Maroc. Et c'est eux, beaucoup de franciscains venaient en médiation pour libérer les prisonniers au temps de Moulay Ismaïl et une longue tradition et d'intermédiaire. après. Mais c'était donné aux franciscains espagnols. Donc ça posait problème quand l'IET arrive, il trouve le Maroc, par exemple, une possession des franciscains espagnols, il obtenait de l'Église, parce qu'il était très proche de l'Église du pape, etc. Un catholique, l'IET, on est d'accord. Catholique, pratiquant. Et donc, il l'obtenu que ce soit les franciscains français, mais pas les Espagnols en zone française, qui transfèrent interne de compétences. Et les franciscains, ils avaient leur philosophie, leur politique, etc. Donc, ils tenaient l'Église au Maroc, depuis la grande église, la cathédrale de Rabat, jusqu'au petit poste chez ce qu'on appelle les trucs qui allaient avec les soldats, vous savez, dans les casernes françaises, malgré ce qu'on appelle la laïcité, etc. Il y avait toujours un prêtre de l'armée. L'Église affectée. Du coup, c'était au moment quand les prêtres allaient faire leur service militaire, ils étaient affectés à cela, et donc, malgré ce qu'on appelle la laïcité, etc., la pratique religieuse de la chrétienté continue à être pratiquée dans les différents échelons. Il n'y avait pas de problème et il n'y avait pas de contradiction, puisqu'ils s'occupaient que des choses de la religion. Parce que l'armée intègre la mort, et quand la mort rôde, la laïcité recule en général. Voilà. Oui, en tout cas pour les cérémoniales, à quoi ça sert de religion? Non, c'est la fameuse phrase de je ne sais quel comique qui disait le concept d'athéisme est séduisant jusqu'au début des turbulences dans l'avion. C'est là que Dieu apparaît. Ah, c'est là que d'un seul coup, tout le monde devint crever. Tout le monde se raccroche. Absolument. Et voilà, donc cette histoire de franciscains, quand même, elle est très intéressante. Je veux dire, on a heureusement des chercheurs comme Sujam Abeida, qui avait fait avec Vincent Feroldi un excellent livre sur cette présence chrétienne. Et donc, dans les années 20, surtout après le départ de l'IOT, l'Église commence à sortir un petit peu ses griffes. Il crée un journal, le Maroc catholique. En principe, c'est pour garder contact avec la communauté catholique française dans le Maroc. Mais il commence un petit peu à grignoter, surtout qu'en Algérie, qui faisait partie de la France, mais où la loi de 1905 n'était pas appliquée. Vous savez, dans la loi de la séparation de l'Église et de l'État en France, il y a un article qui spécifie que cette loi n'est pas appliquée en Algérie. Donc, l'Église continue à être très présente dans le projet colonial français en Algérie, et elle avait une démarche très, très, très offensive, y compris pour ces histoires d'évangélisation, la création en Algérie, création d'orphelinats, et on a eu beaucoup de fonctionnaires algériens qui étaient convertis en Algérie, qui sont venus au Maroc travailler comme institut, traducteurs, interprètes, etc., etc. Alors, des Algériens chrétiens. Des Algériens chrétiens qui étaient convertis en Algérie, très peu, mais en tout cas, ils étaient présents. D'ailleurs, les Marocains les regardaient d'une manière bizarroïde, mais bon, ils étaient deuxième Francis, comme on disait, ils avaient un statut un petit peu supérieur, des fonctionnaires. Bien sûr, les gens ne pouvaient pas leur parler en mal, etc. D'ailleurs, pour l'histoire, en 1930, quand l'association des ulama d'Algérie a été créée, la première des choses qu'elle demande, c'est l'application de la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État en Algérie. Quoi? Les ulama musulmans en Algérie demandent l'application de la loi de la séparation de l'Église et de l'État? Oui. Pourquoi? C'est très simple. L'Église continue à avoir les fonds de l'État parce que l'Église faisait partie du projet colonial. En tout cas, l'Église jouait un bon rôle pour le projet colonial. Mais la mosquée n'avait plus des habous en Algérie. On avait tout saisi les biens de la mosquée. Donc la mosquée est devenue pauvre. Le culte musulman est devenu pauvre. Les cotisations des gens ne suffisaient pas. Et les ulama, pour stopper l'offensive énorme de l'Église, surtout dans la création des orphelinats, ne demandaient que l'application de cette loi, c'est-à-dire que l'Église au moins devienne une sorte d'institution non financée par le gouverneur français de l'Algérie, pour mettre chaque chose dans son contexte, comment les ulama d'Algérie, Ibn Badis avec d'autres, quand ils ont créé Vous savez, cette année de 1930, elle est immense. Elle correspond aussi au centenaire de la colonisation de l'Algérie. Beaucoup de festivités. Le congrès Kerastique ou je sais pas quoi à Carthage, l'Église qui décide de faire un congrès à Carthage, 1930. Tac,
vous avez l'histoire du Dahir dit berbère. Et ça, c'est au lendemain de la conversion de notre Jean. Donc, entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, on sent comme une sorte d'offensive de l'Église dans les trois positions. Le Coran passait par la presse, etc. à l'époque, et du coup, les gens se posaient beaucoup de questions. Donc, c'est là que les franciscains et l'Église, d'une manière générale, commencent à foncer au Maroc après le départ de l'IOT. Ils créent un journal, le Maroc catholique, et ils commencent à rêver de pionniers comme Charles de Foucault, notre Charles de Foucault qui est allé chez les Touaregs dans le Hogar pour évangéliser, soi-disant, les Touaregs qui ne connaissent pas l'arabe, et donc c'est très facile à retourner. Et du coup, il a eu son résultat auquel il ne s'attendait pas, c'est qu'il a été tué en pleine guerre mondiale 1916 par les Touaregs, et d'ailleurs ça correspond à une révolte des Touaregs dans la région de Tamanrasset où il était installé. Donc, vous voyez, là, on a un ensemble, de mythes, d'imaginaires, etc. Et chez nous, il y a les adeptes de Charles de Foucault qui commencent à se disséminer un peu à la campagne au Maroc, dans les plaines, aux côtés des colons. On commence à toucher les indigènes, on fait des orphelinats pour récupérer les enfants illégitimes, les fameux Oulad al-Haram dont on ne veut pas nous. Et ben, eux, ils les récupéraient et du coup, ils essayaient un petit peu de tirer quelques enfants qui allaient grandir et dans l'espoir d'en faire des bons chrétiens. Nous avons... C'est pas très concluant finalement avec le recul. Oui. Pourquoi j'ai raconté tout cela? Parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, notre Amédée Lefebvre, pour un petit peu réconcilier, peut-être Jean-Mohamed Ben Abdjil a joué un rôle, pour changer un petit peu l'image de cette chrétienté offensive vis-à-vis des musulmans et pour apaiser les tensions, il demande à une autre congrégation de l'église de venir s'installer à Toumliline à côté d'Azrou qui s'appelle les Dominicains. Moins offensifs, ils n'ont pas de la même méthode que les franciscains. Et certes, ils étaient dans le recueillement et donc là, on a eu le couvent de Toumliline sur lequel un ami a fait un excellent film. Ils sont restés là-bas, je crois, jusqu'en 67-68. Les Dominicains, absolument. Du coup, pour changer cette image agressive ou offensive des franciscains. Et pourtant, je dis, le Maroc, c'est un terrain des franciscains par excellence. Alors, Amédée Lefebvre, quand la crise marocaine s'installe, il refuse de reconnaître ce qu'ont fait les autorités de protectorat quand ils ont décidé d'exiler Mohamed Ben Youssef, Mohamed V, et le remplacer. Il devient un opposant. Il devient un opposant, absolument. Et je crois que la main de Jean-Mohamed Ben Abdjil est très forte parce que sa marocanité apparaît et du coup, il influence l'Église au Maroc, contrairement à l'Église d'Algérie qui était pour l'Algérie française coloniale, etc. Il ne voulait rien entendre. Notre Amédée Lefebvre est resté quand même très sain d'esprit, si j'ose dire, grâce à Jean-Mohamed Ben Abdjil, certainement. Donc c'est amusant parce que Jean-Mohamed Ben Abdjil est un patriote, enfin c'est amusant, c'est un destin un peu laïque. C'est-à-dire qu'en changeant de religion, il n'a pas changé de nationalité. Oui, mais en changeant de religion, il nous a donné la catastrophe du Dahir di Berbère, dont on a payé beaucoup les conséquences par la suite. Ouais. Mais en même temps, quand l'Église prend position positive pour le Maroc, pourquoi? Parce que des gens de l'Église, on a des figures en France, des catholiques pratiquants mais qui n'étaient pas dans l'Église. Louis Massignon, il a pris position pour l'indépendance du Maroc. Mais c'est lui qui était le parrain de l'évangélisation de Ben Abdjil en 1928. Un grand orientaliste et grand savant. François Mauriac, qui était un auteur, un écrivain d'opinion qui était très écouté. Il était aussi considéré comme un catholique pratiquant, ce qu'on appelle de droite. Et il avait pris position pour l'indépendance du Maroc et du coup, ce qu'on appelle... Ce que tu es en train de nous dire, c'est que les catholiques étaient plutôt pro-indépendance. Dans le cas du Maroc, en tout cas... Dans le cas du Maroc, bien sûr. Dans le cas du Maroc... Tu soupçonnes Jean-Mohamed d'avoir influencé... je pense fortement qu'il a joué un rôle très fondamental pour expliquer à tout ce beau monde que le contrat juridique de 1912, quand même, était un protectorat. Un protectorat est voué à une fin, et je crois que l'Église et les catholiques l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont joué un rôle, en tout cas, positif, pour ne pas dire négatif, dans cette histoire-là. C'est pour conclure, Jean-Mohamed est venu au Maroc après l'indépendance, et on a une photo, je crois, il a été reçu par Mohamed V, de son vivant, mais je ne crois pas que la famille avait accepté de le revoir, sauf son frère Omar, qui était ministre de l'Agriculture, qu'il avait reçu, mais il est reparti rapidement. Ça s'était pas ébruité, je crois, 59 ou 60, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, il a tenu à venir à faire un tour après 1928, ce qui est d'un courage extraordinaire et exceptionnel de sa part. Il faut préciser qu'il est devenu cardinal. Oui. Il a écrit beaucoup de livres. C'est un grand grade dans l'Église. Là, c'est le dernier grade avant de devenir pape. En tout cas, c'est les cardinaux qui élisent le pape et c'est les cardinaux qui ont le droit de candidater à être pape.
Donc quand même, il a gravi tous les échelons de l'Église. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'islam et la langue arabe. Je dirais, il n'est pas sorti de l'auberge, le pauvre, si j'ose dire, puisqu'il a continué à tourner autour de ces histoires de la langue arabe et de la religion musulmane. Mais ça fait partie de notre histoire. C'est pour cela que notre histoire, malheureusement, chez nous, je crois qu'il y a un livre, Mohamed Ben Abdeljelil, à la croisée des chemins. On pensait qu'il est resté un petit peu dans le doute, dans le carrefour. Il faisait le rond-point, il ne savait pas trop s'il était devenu totalement chrétien ou il était encore un peu musulman. S'il était cardinal, il était chrétien. Oui, mais bon... Il faut rester sérieux, là. Quand on est à la croisée des chemins, on veut passer un message, mais ce n'est pas le bon message à mon avis. En tout cas, c'est un personnage de notre histoire. Malheureusement, on n'en parle pas. Il faut qu'il soit partie prenante de notre mémoire collective parce qu'il a participé à sa manière à l'histoire de ce pays, d'une manière négative au début, d'une manière positive à la fin, mais en tout cas, ça reste un Marocain. Voilà, vous savez beaucoup de choses aujourd'hui grâce à Mustafa Al-Qadeli sur le parcours étonnant de le cardinal Hajj Jean Mohamed Ben Abdeljelil. C'est étonnant à dire, hein, ça. Il y a un bout du cerveau qui comprend pas l'autre bout, mais c'est bien, voilà, c'était intéressant pour comprendre le contexte de cette époque. Ça nous a permis d'y voir plus clair dans cette période de notre histoire. Merci Mustafa et à bientôt pour un nouveau podcast Histoire, les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.